Elle est tombée, mais c'est son commentaire qui l'a bouleversée. La Vierge de 29 ans se précipite pour s'excuser. Le millionnaire tient les verres et murmure quelque chose d'audacieux. Et tout le salon s'arrête pour observer sa réaction. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur, Premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le salon principal de l'Institut des Champs, sur l'avenue Montaigne, resplendissait sous les lustres en cristal soigneusement polis pour l'occasion. Le gala annuel des arts de Paris réunissait ce qu'il y avait de plus sélect dans la société parisienne, des entrepreneurs de la finance aux célébrités de la télévision et de la musique. L'événement, reconnu pour sa sophistication et la valeur élevée des billets, avait pour objectif de collecter des fonds pour des projets culturels dans les quartiers défavorisés de la ville. Élodie Mercier, à 29 ans, observait le mouvement des invités avec un regard attentif et analytique. En tant qu'assistante de la coordinatrice d'événements de l'Institut, elle n'était pas là pour s'amuser, mais pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Grande, avec des cheveux châtains ondulés qui tombaient un peu en dessous des épaules, et des yeux en amande qui révélaient une intelligence aiguisée, Élodie se démarquait même en portant l'uniforme discret exigé par sa fonction. « Élodie, j'ai besoin que tu circules avec ces coupes de champagne dans l'aile est. La ministre de la Culture vient d'arriver, et nous devons nous assurer qu'elle et sa suite soient bien servies, dit Sylvie, sa patronne, en lui remettant un plateau argenté avec des flûtes en cristal rempli d'un liquide doré et pétillant. « Bien. »« Sûr ?» répondit Élodie, ajustant sa posture et équilibrant le plateau avec l'adresse de quelqu'un qui l'avait déjà fait des centaines de fois. Tout en se déplaçant parmi les invités, Élodie ne pouvait s'empêcher d'entendre des fragments de conversation sur des investissements millionnaires, des voyages internationaux et des scandales de la haute société. C'était un monde si éloigné du sien, mais qui, d'une certaine façon, l'avait toujours fasciné, non pas pour le glamour ou l'argent, mais pour la possibilité un jour d'être à la tête de l'organisation d'événements de ce calibre. Sa formation en relations publiques et son MBA en gestion d'événements avaient été des investissements calculés dans sa carrière. Élodie avait toujours su ce qu'elle voulait, être reconnue comme l'une des meilleures professionnelles du pays dans le secteur des événements corporatifs et culturels. Les relations amoureuses, jamais une priorité. Sa virginité, conservée jusqu'à 29 ans, n'était pas le fruit de convictions religieuses, mais d'un choix conscient de ne pas se laisser distraire par des romances qui, selon elle, ne feraient que la détourner de ses objectifs professionnels. « Quand vas-tu nous présenter un petit ami, Élodie ?» qu'avait demandé sa mère lors du dernier déjeuner de famille. « Tu sais que tu n'as pas besoin de choisir entre carrière et amour, n'est-ce pas? On peut avoir les deux. » Élodie avait souri, habituée à ce genre de commentaires. « Quand je trouverai quelqu'un qui vaut plus qu'une promotion, je te le ferai savoir, maman. » Le poids des attentes des autres l'accompagnait, tandis qu'elle servait les coupes de champagne. Chaque année qui passait, les regards de pitié s'intensifiaient, comme si être une femme célibataire et sans enfant à 29 ans était une tragédie annoncée. Mais Élodie restait ferme, convaincue de ses choix. Alors qu'elle s'approchait d'un groupe près du grand escalier en marbre, Élodie remarqua la présence d'un homme qui se démarquait des autres. Ce n'était pas seulement par son costume impeccablement coupé ou par la montre, qui coûtait certainement plus que son salaire annuel. Il y avait quelque chose dans sa posture, un mélange d'autorité naturelle et d'une subtile mélancolie dans le regard, qui le différenciait des autres invités qui s'efforçaient de paraître importants. « Monsieur Durand, quel plaisir de vous avoir à nouveau à notre événement, » dit l'un des directeurs de l'Institut, s'approchant de l'homme. « Votre don de l'année dernière nous a permis d'apporter des ateliers d'art à plus de 500 enfants de l'Est parisien. » Élodie reconnut immédiatement le nom. Mathieu Durand, 38 ans, fondateur de la plus grande entreprise de technologie du pays. Sa fortune était estimée en milliards, et ses investissements dans des start-up avaient révolutionné le marché français. Les magazines d'affaires
adorait son histoire de réussite. Le garçon qui avait quitté la banlieue de Marseille pour conquérir le monde. Les magazines à potins, quant à eux, spéculaient constamment sur sa vie amoureuse après la rupture de ses fiançailles, 3 ans auparavant, avec une célèbre actrice. Tout en observant discrètement l'entrepreneur, Élodie ne remarqua pas la petite élévation sur le tapis perçant qui couvrait une partie du sol en marbre. Son talon s'y accrocha, lui faisant momentanément perdre l'équilibre. Le plateau s'inclina dangereusement et 2 coupes de champagne glissèrent vers le bord. Le temps sembla ralentir. Élodie vit les coupes sur le point de tomber, imaginant le fracas qu'elles provoqueraient, le liquide qui tacherait le tapis d'une valeur inestimable et les regards de désapprobation qui se tourneraient vers elle. Sa carrière soigneusement construite pourrait être entachée par un simple trébuchement. Mais l'impact ne vint pas. Dans un mouvement rapide et précis, une main ferme stabilisa le plateau, tandis que l'autre captura les 2 coupes en plein vol, une dans chaque main, sans renverser une seule goutte. « Je crois que celles-ci essayèrent de s'échapper », dit Mathieu Durand avec un léger sourire au coin des lèvres, en remettant les coupes sur le plateau maintenant stabilisé. « Merci, » répondit Élodie, sentant son visage brûler de honte. « Vous avez des réflexes impressionnants. » « Des années de tennis, répondit-il d'un ton décontracté qui ne correspondait pas à l'intensité de son regard. Et s'il vous plaît, pas de monsieur. Mathieu suffira. C'est alors que leurs regards se croisèrent vraiment. Les yeux de Mathieu, d'un brun si foncé qu'il semblait presque noir, se fixèrent sur les siens avec une curiosité authentique qui la prit par surprise. Il n'y avait pas la condescendance typique des puissants lorsqu'ils interagissent avec l'équipe de soutien, ni le flirt éhonté qu'Élodie avait l'habitude de recevoir lors d'événements comme celui-ci. « Élodie. Je m'appelle Élodie, » se présenta-t-elle, retrouvant son professionnalisme. « Élodie, » répéta-t-il, comme s'il testait comment le nom sonnait. « Vous ne semblez pas appartenir à l'équipe de service. » L'observation la prit par surprise. « Comment? Ça? Il y a une intensité dans votre regard, une observation analytique. Vous ne servez pas simplement des boissons. Vous étudiez l'événement, les personnes. » Élodie ressentit un mélange de malaise et de fascination d'avoir été lue avec tant de précision par un étranger. « Je suis assistante de la coordinatrice d'événements. Je suis ici pour travailler, pas pour socialiser. Et pourtant, vous arrivez à observer plus que la plupart des invités qui sont ici simplement pour être vus, » commenta Mathieu, prenant une coupe du plateau. « Merci pour la boisson, Élodie. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau ce soir. » Avec un léger signe de tête, il s'éloigna, laissant Élodie momentanément immobile, essayant de traiter cette brève rencontre. Il y avait quelque chose chez cet homme qui avait éveillé sa curiosité d'une manière que personne n'avait réussi auparavant. Ce n'était pas seulement sa renommée ou sa fortune, mais quelque chose de plus profond, une vulnérabilité soigneusement cachée derrière la façade de réussite. Secouant légèrement la tête pour chasser ses pensées, Élodie reprit sa circulation dans le salon. Elle avait du travail à faire et ne pouvait pas se permettre le luxe de rêvasser sur un homme qui, probablement, avait déjà oublié son existence au moment où il s'était retourné. La soirée avançait et le bourdonnement de l'événement augmentait proportionnellement, au niveau des coupes vides de champagne. Élodie continuait à remplir ses fonctions avec son efficacité habituelle, mais ne pouvait s'empêcher de chercher du regard la figure imposante de Mathieu Durand parmi les invités. La brève interaction avec lui l'avait touchée d'une manière inattendue. Qui aurait dit que la toujours concentrée Élodie Mercier serait distraite pendant un événement, commenta Nicolas, l'un des serveurs engagés, en s'approchant d'elle avec un plateau vide. Ce ne serait pas à cause d'un certain milliardaire, n'est-ce pas? Élodie leva les yeux au ciel, arrangeant quelques serviettes sur son propre plateau. Ne sois pas ridicule. Je vérifie simplement que tous les invités importants sont bien service. Bien sûr, Nicolas sourit malicieusement. Et par hasard, l'important Mathieu Durand a-t-il déjà reçu suffisamment d'attention? Va travailler, Nicolas, répondit Élodie, essayant de paraître sévère mais ne parvenant pas à contenir un petit sourire. Nicolas était l'un des rares collègues avec qui elle entretenait une relation plus proche. Une amitié construite au fil de plusieurs événements organisés ensemble. En s'éloignant, Élodie continua d'observer le salon. L'Institut des Champs, avec son architecture imposante et ses jardins éblouissants,
fournissait le cadre parfait pour cette soirée de gala. De petites lumières avaient été stratégiquement placées dans le jardin, créant un chemin illuminé qui menait à une terrasse où les invités pouvaient apprécier la vue nocturne de l'avenue Montaigne. C'est sur cette terrasse qu'Élodie aperçut Mathieu à nouveau. Il était seul, appuyé sur le parapet, observant les lumières de la ville avec un regard distant. Sans la barrière sociale des autres invités autour, il semblait plus petit, plus vulnérable. Il y avait quelque chose de solitaire dans cette figure qui, quelques heures plus tôt, dominait le salon par sa présence magnétique. Respirant profondément, Élodie décida que c'était le moment d'offrir plus de boissons aux invités qui s'étaient réfugiés sur la terrasse pour échapper à la chaleur du salon principal. D'un pas ferme, elle s'approcha, essayant de maintenir son professionnalisme. « Plus de champagne ?» offrit-elle en s'approchant de Mathieu. Il se retourna et pendant un instant, Élodie capta dans son regard une ombre de tristesse qui fut vite remplacée par un sourire poli. « Élodie, n'est-ce pas, l'assistante qui observe tout? Ma mémoire n'est pas aussi impressionnante que la vôtre, » répondit-elle, surprise qu'il se souvienne de son nom. « Observer les gens est une compétence nécessaire dans les affaires, » expliqua-t-il, prenant une coupe du plateau. « Mais j'avoue que vous avez attiré mon attention d'une manière différente. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, un homme s'approcha, tapant sur l'épaule de Mathieu avec familiarité. « Mathieu, espèce d'antisocial, je te cherche depuis une demi-heure. » « Antoine, » salua Mathieu, sans montrer de surprise, « je pensais que tu ne viendrais pas. Et manquer l'occasion de te voir prétendre que tu aimes socialiser. »« Jamais, » rit Antoine, tournant son attention vers Élodie. « Et qui est cette charmante demoiselle ?»« Élodie Mercier, assistante de la coordinatrice d'événements, » se présenta-t-elle, remarquant immédiatement le changement dans la posture de Mathieu avec l'arrivée de son ami. Antoine Roussel était connu dans le cercle des affaires parisien tant pour ses réussites professionnelles que pour sa réputation de séducteur. Alors que Mathieu gardait sa vie personnelle loin des projecteurs, Antoine semblait prospérer avec l'attention de la presse, apparaissant fréquemment dans les colonnes sociales, accompagné de différentes mannequins et actrices. « Ah, une professionnelle compétente !» sourit Antoine, ses yeux verts brillant avec une intensité presque prédatrice. Exactement ce dont Mathieu a besoin dans sa vie. « Antoine, s'il te plaît », avertit Mathieu, un ton d'irritation dans sa voix. Élodie perçut la tension croissante entre les deux et décida qu'il était temps de se retirer. « Excusez-moi, je dois continuer à circuler. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Roussel. »« Antoine, s'il te plaît », corrigea-t-il, imitant le ton de Mathieu. « Et le plaisir était tout à moi, Élodie. J'espère vous revoir. » En s'éloignant, Élodie pouvait sentir le regard des deux hommes dans son dos. Il y avait quelque chose d'étrange dans la dynamique entre ces deux hommes qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Ils étaient clairement amis de longue date, mais il y avait une tension sous-jacente, presque comme une compétition silencieuse. Le reste de la soirée se déroula sans incident majeur. Élodie continua à remplir ses obligations, apercevant occasionnellement Mathieu ou Antoine parmi les invités, mais évitant toute interaction directe. Lorsque l'événement commença à se disperser, il était déjà plus de minuit, et Élodie sentait la fatigue de plusieurs heures debout peser sur ses épaules. « Élodie, peux-tu aider Claire à organiser les matériels de promotion qui restent ? » « Ils sont dans la salle de soutien, » demanda Sylvie, sa patronne, qui semblait également épuisée, mais satisfaite du succès de l'événement. « Bien sûr, » accepta Élodie, se dirigeant vers la petite salle à l'arrière du salon qui avait été désignée comme bureau temporaire de l'équipe organisatrice. La salle était déserte quand Élodie entra. Les boîtes avec des dépliants, des catalogues et de petits cadeaux institutionnels étaient empilées dans un coin, attendant d'être organisées. Soupirant, elle commença la tâche, imaginant que Claire devrait apparaître à tout moment pour l'aider. Elle était absorbée à compter les catalogues quand elle entendit la porte s'ouvrir. Sans se retourner, elle continua son travail. « Claire, enfin, je pensais que j'allais devoir faire ça toute seule. Je ne suis pas Claire, mais je peux aider si vous voulez. » La voix grave de Mathieu Durand la fit se retourner brusquement, faisant presque tomber la pile de catalogues qu'elle avait organisée. « Monsieur Durand, excusez-moi, je pensais que c'était ma collègue. »« Mathieu, » corrigea-t-il, entrant dans la salle et fermant la porte derrière lui. « Je cherchais un endroit tranquille pour passer un appel, mais tous les espaces réservés sont déjà... »
Occupé. Élodie remarqua qu'il semblait fatigué, les lignes d'expression sur son visage plus prononcées sous la lumière fluorescente de la salle. « Je suis désolé, mais cette salle est réservée à l'équipe organisatrice. »« Je comprends, » dit-il sans faire mine de sortir. Au lieu de cela, il s'approcha de la table où elle travaillait. « Je peux compenser l'intrusion en vous aidant avec ce que vous faites. » La proposition la prit par surprise. L'un des hommes les plus riches de France veut m'aider à compter des catalogues. Un sourire sincère illumina le visage de Mathieu pour la première fois de la soirée. Ce serait un soulagement de faire quelque chose d'aussi simple et concret après des heures de conversation superficielle sur le marché financier et l'avenir de la technologie. Il y avait quelque chose de si sincère dans sa confession qu'Élodie se surprit à lui sourire en retour. « D'accord, alors, cette pile là-bas doit être séparée par langue, français, anglais et espagnol, puis comptée. » Sans hésiter, Mathieu retira sa veste, l'accrochant soigneusement au dossier d'une chaise, et retroussa les manches de sa chemise blanche. Ce geste, si commun et en même temps si inattendu venant de lui, fit qu'Élodie l'observa avec un intérêt renouvelé. Sans la veste formelle, il semblait plus accessible, plus humain. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, chacun absorbé dans sa tâche. Ce fut Mathieu qui rompit le silence. « Avez-vous toujours voulu travailler avec des événements culturels ?» demanda-t-il sans quitter des yeux les catalogues qu'il organisait. « En fait, oui, » répondit Élodie, surprise par l'intérêt sincère. « Mon père était photographe et j'ai grandi en visitant des expositions et des galeries avec lui. L'art a toujours fait partie de ma vie. Et où expose-t-il actuellement ?» La question posée de façon décontractée frappa Élodie comme un coup à l'estomac. « Il n'est plus parmi nous. Il est parti quand j'avais 19 ans. » Mathieu leva les yeux, rencontrant les siens. « Je suis désolé, Élodie, je ne voulais pas ramener des souvenirs douloureux. »« Ça va, » dit-elle, forçant un sourire. « Ça fait longtemps. »« Mais ça ne passe jamais complètement, n'est-ce pas ?» commenta-t-il. Et il y avait quelque chose dans son ton, une compréhension profonde, qui fit qu'Élodie réalisa qu'il connaissait aussi la douleur de la perte. « La sensation qu'une partie de vous est partie pour toujours. »« Exactement, » acquiesça-t-elle, sentant une connexion inattendue avec cet homme qui, quelques heures auparavant, n'était qu'un nom dans des magazines d'affaires. Ils continuèrent à travailler côte à côte, maintenant dans un silence confortable, échangeant occasionnellement des regards et de petits sourires. Il y avait une étrange intimité dans ce moment partagé, comme si tous deux avaient brièvement baissé leur défense, permettant à l'autre d'entrevoir au-delà de la surface. Lorsqu'ils eurent terminé d'organiser tous les matériels, Mathieu, Haïda et Élodie arrangeaient les boîtes dans une armoire. Leurs corps se rapprochèrent dans l'espace étroit, et Élodie sentit un frisson parcourir son échine quand le bras de Mathieu frôla légèrement le sien. C'était une sensation étrange, presque oubliée, ce mélange de nervosité et d'excitation qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps. « Merci pour l'aide, » dit-elle, s'éloignant un peu pour retrouver sa contenance. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Ce fut un plaisir, » répondit Mathieu, ses yeux fixés sur les siens. « En fait, ce fut la partie la plus agréable de ma soirée. » La semaine suivante, le gala se déroula normalement pour Élodie. Entre les réunions de planification pour les prochains événements de l'Institut et l'élaboration de rapports sur le succès de la soirée de bienfaisance, elle eut à peine le temps de penser à la brève rencontre avec Mathieu Durand. Ou du moins, c'est ce dont elle essayait de se convaincre. La vérité, c'est que, dans les rares moments de calme, son esprit vagabondait invariablement vers cette soirée, vers la façon dont il l'avait regardée, vers la connexion inattendue qu'ils avaient partagée en organisant des catalogues dans une salle mal éclairée. C'était ridicule, bien sûr. Des hommes comme Mathieu Durand ne s'intéressaient pas aux femmes ordinaires comme elle. Ce moment n'avait été qu'un interlude, une pause dans la réalité, qu'il avait certainement déjà oubliée. Le vendredi, alors qu'elle rangeait son bureau pour la fin de la journée, Élodie fut surprise par l'approche de Sylvie, qui arborait une expression énigmatique. « Élodie, j'ai une proposition pour toi, » dit la coordinatrice, s'asseyant sur la chaise en face du bureau d'Élodie. « J'ai reçu une invitation pour que notre équipe organise un événement privé la semaine prochaine. C'est un dîner de bienfaisance chez l'un de nos sponsors les plus importants. »« Ça semble intéressant, » répondit Élodie, commençant à faire des notes mentales sur ce qu'un tel événement exigerait en termes de planification.
Le plus intéressant, c'est que le sponsor a spécifiquement demandé que tu sois responsable de l'organisation, continua Sylvie, observant attentivement la réaction d'Élodie. Apparemment, il a été très impressionné par ton professionnalisme pendant le gala. Il demanda Élodie, sentant un frisson dans le ventre en réalisant où cette conversation menait. Mathieu Durand, confirma Sylvie, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Il a fait un don considérable pour nos projets sociaux et maintenant il veut organiser un dîner dans sa résidence pour attirer plus de sponsors. Et, pour une raison quelconque, il croit que tu es la personne idéale pour coordonner tout cela. Élodie essaya de maintenir une expression neutre, malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Je comprends. Eh bien, si tu penses que je suis prête... Élodie, tu es ma meilleure assistante. Tu es plus que prête, affirma Sylvie se levant. En fait, je vais laisser cet événement entièrement sous ta responsabilité. Considère cela comme une opportunité de montrer tout ce que tu as appris. Voici la carte avec son contact direct. Il a demandé que tu l'appelles pour régler les détails. Seule à nouveau, Élodie contempla la petite carte dans ses mains, comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Le papier était épais, avec le nom de Mathieu et un numéro de téléphone portable imprimé en lettres dorées discrètes. En retournant la carte, elle trouva un message manuscrit. « J'attends votre appel. MD. » Ce soir-là, dans son petit appartement du quartier de Belleville, Élodie fixa le téléphone pendant de longues minutes avant de trouver le courage de passer l'appel. Elle répéta mentalement ce qu'elle dirait, comment elle maintiendrait un ton professionnel, comment elle ne laisserait pas transparaître la nervosité qu'elle ressentait. Le téléphone sonna 3 fois avant d'être décroché. « Durand », répondit une voix grave de l'autre côté de la ligne. « Monsieur Durand, c'est Élodie Mercier de l'Institut des Champs », se présenta-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « J'appelle au sujet de l'événement de bienfaisance que vous souhaitez organiser. » Élodie, sa voix s'adoucit visiblement. « Merci de me rappeler. Et s'il vous plaît, nous en avons déjà parlé. C'est Mathieu. »« D'accord, Mathieu, » céda-t-elle. Se sentant étrangement intime, rien qu'en utilisant son prénom. « Sylvie m'a informé que vous avez demandé mes services pour organiser un dîner de bienfaisance. »« Exact. Je veux réunir quelques investisseurs potentiels pour un projet social que je développe. Quelque chose d'intime pour environ 20 personnes dans ma maison du 16e arrondissement. » Élodie prit des notes rapides pendant qu'il parlait de ses préférences pour l'événement. Le type de nourriture, l'ambiance qu'il souhaitait créer, les horaires. Tout semblait assez standard pour un dîner exécutif, à l'exception d'un détail. « Et je veux que vous soyez présente non seulement en tant qu'organisatrice, mais en tant qu'invité, » ajouta Mathieu, la prenant complètement par surprise. « Je crois que votre perspective sur les projets culturels de l'Institut sera précieuse pour la discussion. »« Je ne suis pas sûr que ce serait approprié, » hésita Élodie, se sentant soudainement en dehors de sa zone de confort. « Pourquoi ? Vous connaissez le travail de l'Institut mieux que quiconque. Votre présence serait un atout. »« Je n'ai pas l'habitude d'être invité aux événements que j'organise, » expliqua-t-elle, essayant de trouver une sortie diplomatique. « Normalement, je reste en coulisses, m'assurant que tout se passe bien. Cette fois, ce sera différent. » Insista-t-il, son ton ne laissant pas de place à la discussion. « L'événement est vendredi prochain. Pouvons-nous nous rencontrer avant pour discuter des détails en personne ?» Avant de pouvoir se retenir, Élodie accepta. Ils convinrent de se retrouver pour un café mardi, dans une cafétéria près de l'Institut. En raccrochant, elle ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il y avait quelque chose dans l'invitation de Mathieu qui allait au-delà du professionnel, une intention voilée qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Le week-end passa lentement, Élodie étant partagée entre l'anxiété pour la réunion de mardi et la tentative de maintenir sa contenance professionnelle. Elle prépara une présentation détaillée avec des suggestions pour l'événement, rechercha les meilleurs fournisseurs, créa un chronogramme méticuleux. Si elle devait le rencontrer, au moins elle serait impeccablement préparée sur l'aspect professionnel. Quand mardi arriva, Élodie choisit soigneusement sa tenue, une robe bleu marine de coupe droite, élégante mais pas tape à l'œil, complétée par un blazer clair et des talons moyens. Elle voulait paraître professionnelle, mais pas excessivement formelle. Elle prit un taxi jusqu'à la cafétéria, vérifiant à plusieurs reprises si
Elle avait apporté tous les documents nécessaires. Le café du jardin était connu pour son atmosphère tranquille et sa clientèle sélecte, intellectuelle, artistes et entrepreneurs, qui cherchaient un lieu discret pour des conversations importantes. Situé dans une rue arborée de Saint-Germain-des-Prés, l'établissement occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment historique restauré avec des tables en bois foncé et des chaises rembourrées en velours vert. Élodie arriva, 15 minutes avant l'heure convenue, choisissant une table dans le coin le plus éloigné du salon principal. Elle commanda un café expresso et organisa ses documents, essayant de calmer la nervosité qui grandissait à chaque minute. Exactement à l'heure convenue, Mathieu entra dans le café, même habillé de façon plus décontractée que lors du gala, jean foncé, chemise bleu clair et blazer gris. Il dégageait une aura d'autorité qui faisait que les autres clients l'observaient discrètement. Ses yeux parcoururent l'environnement jusqu'à trouver Élodie, et un sourire doux se forma sur ses lèvres en marchant dans sa direction. « Ponctuel comme une horloge suisse », commenta-t-il, s'asseyant en face d'elle. « J'apprécie cela chez une personne. »« La ponctualité est essentielle dans mon travail », répondit Élodie, essayant de maintenir un ton professionnel malgré le léger tremblement de ses mains. Une serveuse s'approcha et Mathieu commanda un café américain sans sucre. Quand ils furent à nouveau seuls, il appuya ses coudes sur la table, se penchant légèrement en avant. « Avant d'entrer dans les détails de l'événement, j'aimerais vous demander quelque chose, » commença-t-il, ses yeux fixés sur les siens. « Pourquoi avez-vous accepté d'organiser ce dîner ?» La question la prit au dépourvu. « Comment ça ?»« Vous êtes l'assistante de la coordinatrice d'événements de l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses du pays. Vous avez certainement des choses plus importantes à faire que d'organiser un dîner pour un groupe d'entrepreneurs ennuyés. » Élodie fronça les sourcils, confuse par la direction de la conversation. L'Institut valorise tous ses sponsors et toute opportunité d'élargir notre réseau de soutien est importante. Réponse diplomatique, sourit Mathieu, se calant dans sa chaise. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi vous, Élodie Mercier, avez accepté. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une intensité qui semblait voir à travers ses défenses soigneusement construites, qui fit qu'Élodie se sentit vulnérable et exposée. Respirant profondément, elle opta pour l'honnêteté. La curiosité, admit-elle, se surprenant elle-même. Je voulais comprendre pourquoi un homme comme vous demanderait spécifiquement mes services après une brève interaction. Le sourire de Mathieu s'élargit, comme si elle avait finalement donné la réponse qu'il attendait. Et avez-vous une théorie ? Plusieurs, répondit-elle, se sentant plus confiante. Aucune particulièrement convaincante. J'aime les personnes authentiques, expliqua-t-il, acceptant le café que la serveuse avait apporté. Elles sont rares dans mon cercle social. Quand vous organisiez ces catalogues avec moi, vous n'essayiez pas de m'impressionner ou d'obtenir un avantage. C'était juste vous faisant votre travail avec dévouement. C'était rafraîchissant. Élodie ne sut pas comment répondre à ce compliment inattendu. Au lieu de cela, elle ouvrit son dossier et commença à présenter les propositions qu'elle avait préparées pour l'événement. Mathieu écouta attentivement, posant occasionnellement des questions pertinentes ou suggérant de petites modifications. C'était un client idéal, clair dans ses préférences, mais ouvert aux suggestions professionnelles. Après presque une heure à discuter des détails du dîner, la conversation dériva naturellement vers des sujets plus personnels. Mathieu lui demanda sa formation, ses plans de carrière, sa vision du paysage culturel français. Élodie, de son côté, fut surprise par la facilité avec laquelle ils conversaient, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après une longue période de séparation. « Vous avez mentionné que votre père était photographe », se rappela Mathieu, après un moment de silence confortable. « Y a-t-il une chance que je connaisse son travail ?» Le visage d'Élodie s'illumina à la mention de son père, Bernard Mercier. Il photographiait principalement la banlieue parisienne dans les années 90. Il documentait la vie quotidienne, les luttes, les petites joies, rien de très commercial, mais très honnête. « Bernard Mercier », répéta Mathieu pensif. Le nom m'est familier. Il y a eu une exposition au Centre Pompidou il y a quelques années, non? Paris, marges et centres, si je ne me trompe pas. Élodie écarquilla les yeux, sincèrement surprise. Oui, c'était une rétrospective posthume de The Make Sense de son travail. Je n'imaginais pas que vous connaissiez.
J'ai un intérêt particulier pour la photographie documentaire, expliqua Mathieu, une lueur nostalgique dans ses yeux. La capacité de capturer la vérité d'un moment, sans artifice, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré. À cet instant, Élodie vit au-delà de la façade de l'entrepreneur à succès. Il y avait une sensibilité artistique chez Mathieu, une profondeur que les magazines d'affaires n'avaient jamais captée. Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'attraction physique, mais une connexion plus profonde, basée sur une compréhension mutuelle qui transcendait leurs différences sociales et économiques. Quand ils se séparèrent, finalement, après presque 2 heures de conversation, Mathieu tint sa main un moment plus long que nécessaire. « J'attends avec impatience l'événement, Élodie, et plus encore de vous y avoir, pas seulement comme organisatrice. » Le toucher de sa main, chaude et ferme, resta avec Élodie bien après son retour au travail. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose qui allait au-delà d'une simple relation professionnelle. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Élodie se permit de rêver à des possibilités qu'elle avait toujours considérées comme incompatibles avec ses objectifs de carrière. Les 3 jours qui séparèrent la rencontre à la cafétéria du dîner de bienfaisance furent un tourbillon pour Élodie. Entre la coordination avec les fournisseurs, la finalisation du menu avec le chef engagé et la supervision de la décoration, elle avait à peine le temps de respirer, encore moins d'analyser ses sentiments envers Mathieu. C'était peut-être mieux ainsi. L'immersion dans le travail avait toujours été son refuge lorsque des émotions complexes menaçaient de la déstabiliser. Le matin du vendredi, jour de l'événement, Élodie se réveilla avec une sensation d'anxiété qui n'avait rien à voir avec ses responsabilités professionnelles. L'idée d'être présente en tant qu'invitée, d'interagir avec Mathieu dans un contexte social, faisait tourner son estomac. À 29 ans, c'était ridicule de se sentir comme une adolescente avant son premier rendez-vous, mais elle ne pouvait pas contrôler sa nervosité. « C'est juste un événement de travail », se répéta-t-elle en choisissant soigneusement la robe qu'elle porterait. Un modèle vert émeraude de coupe classique que sa mère avait insisté pour qu'elle achète pour des occasions spéciales. « Tu es une professionnelle compétente et c'est pour cela que tu es là. » Mais une voix insistante dans son esprit questionnait. Si ce n'était que du travail, pourquoi était-elle si préoccupée par son apparence? Pourquoi avait-elle passé presque 1 heure la veille au soir à essayer différentes combinaisons de bijoux et de maquillage? À 4 heures de l'après-midi, Élodie était déjà dans la maison de Mathieu dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. La propriété, protégée par de hauts murs et une porte imposante, se révéla être une surprise. Au lieu de l'ostentation qu'elle attendait, elle trouva une résidence élégante mais discrète, avec des lignes architecturales contemporaines qui s'harmonisaient avec le paysage luxuriant. Il y avait quelque chose d'intime et d'accueillant dans cet espace qui contrastait avec l'image publique de son propriétaire. « Mademoiselle Mercier, c'est bien que vous soyez arrivée », salua Hélène, la gouvernante, une dame d'environ 60 ans avec un sourire chaleureux. « Monsieur Durand a demandé que je vous conduise directement à son bureau dès votre arrivée. » Suivant Hélène à travers les couloirs de la maison, Élodie observait les détails de la décoration. Les murs blancs exposaient une collection impressionnante de photographies en noir et blanc. Images urbaines, portraits de personnes ordinaires, scènes quotidiennes captées avec une sensibilité artistique. Certaines d'entre elles semblaient étrangement familières. « Elles sont belles, n'est-ce pas ?» commenta Hélène, remarquant son intérêt. « Le patron les collectionne depuis des années. Il dit que c'est sa façon de maintenir le contact avec la réalité en dehors de ses murs. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, elles arrivèrent à une porte en bois foncé. Hélène frappa doucement et, après un bref « entrée » venant de l'intérieur, ouvrit la porte pour Élodie. Le bureau de Mathieu était un espace vaste, avec des fenêtres du sol au plafond qui s'ouvraient sur un jardin intérieur. Un bureau en bois massif dominait un côté de la pièce, tandis que l'autre était occupé par des canapés en cuir marron disposés autour d'une table basse. Les murs, contrairement au reste de la maison, étaient revêtus de bois foncé, créant une atmosphère intime et accueillante. Mathieu était debout près de la fenêtre, observant le jardin, une tablette à la main. En entendant la porte, il se retourna et son visage s'illumina en voyant Élodie. « Vous êtes arrivée, dit-il, posant la tablette sur la table et s'approchant pour la saluer. «
Ponctuelle comme toujours. Toujours, répondit-elle, essayant d'ignorer l'accélération de son cœur quand il s'approcha. Je suis venu vérifier si tout est en ordre avant l'arrivée des invités. Je suis sûr que c'est le cas. J'ai pleinement confiance en votre compétence, sourit-il, indiquant l'un des canapés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais vous montrer quelque chose avant que nous commencions à recevoir les invités. Curieuse, Élodie s'assit, observant. Mathieu se dirigeait vers une étagère et en retirait un livre à couverture rigide. Quand il s'assit à côté d'elle, assez proche pour qu'elle sente son parfum subtil, mais pas si près qu'il envahisse son espace personnel, il lui tendit le livre. C'était un exemplaire luxueux du catalogue de l'exposition Paris, Marge et Centre, la rétrospective du travail de son père. Élodie prit le livre d'une main tremblante, l'ouvrant délicatement. « Je l'ai acheté à l'exposition », expliqua Mathieu, observant attentivement ses réactions. « Le travail de votre père m'a profondément touché. La façon dont il captait la dignité des personnes, même dans les circonstances les plus adverses, c'est extraordinaire. » Élodie feuilleta les pages, revivant chaque image, chaque moment capturé par l'objectif sensible de Bernard Mercier. Quand elle arriva à une photographie spécifique, une jeune mère souriant à son bébé dans une cabane en banlieue, un rayon de soleil illuminant leur visage, ses yeux se remplirent de larmes. « C'était sa préférée », murmura-t-elle, passant les doigts doucement sur l'image. Il disait que c'était un rappel que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. « C'est aussi ma préférée », confessa Mathieu, sa voix s'adoucissant. « C'est pourquoi j'ai acheté l'original. » Élodie releva le visage, surprise. « Vous avez l'original de cette photo ? J'ai plusieurs œuvres de votre père, confirma-t-il, avec un sourire presque timide. Quand j'ai dit que je connaissais son travail, je n'étais pas simplement poli. Je suis un admirateur sincère. Mais pourquoi n'avez-vous jamais mentionné cela avant ?» Mathieu hésita, comme s'il mesurait soigneusement ses prochains mots. « Parce que je ne voulais pas que vous pensiez que j'essayais de vous impressionner. Notre connexion semblait trop spéciale pour être construite sur quelque chose d'aussi circonstanciel. » L'air entre eux se chargea d'une tension presque palpable. Élodie se sentit divisée entre l'impulsion de se rapprocher et la prudence professionnelle qui avait toujours guidé ses actions. Avant qu'elle ne puisse décider comment répondre, un coup à la porte brisa le moment. « Monsieur Roussel vient d'arriver », annonça Hélène. « Antoine est en avance comme toujours quand il veut quelque chose », commenta Mathieu, un léger ton d'irritation dans sa voix. « Dites-lui que nous le rejoindrons dans le salon principal dans quelques minutes. » Quand la porte se referma à nouveau, Mathieu reporta son attention sur Élodie. « Excusez l'interruption. Antoine a le don d'apparaître aux moments les plus inopportuns. Vous semblez avoir une amitié complexe, » observa Élodie, soulagée par le changement de sujet. « Nous avons grandi ensemble, » expliqua Mathieu, s'adossant au canapé. « Nos familles étaient voisines à Marseille. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. L'ascension de nos carrières, des relations échouées, des pertes personnelles. Il est comme un frère pour moi, avec tous les conflits que cela implique. »« Je comprends, » répondit Élodie, bien qu'elle soupçonnât qu'il y avait beaucoup plus dans cette relation que ce que Mathieu révélait. « Nous devrions y aller, » dit-il, se levant et tendant la main pour l'aider. « J'ai plus de choses à vous montrer, mais elles devront attendre jusqu'après le dîner. » Le toucher de leurs mains envoya un courant électrique à travers le corps d'Élodie et elle s'éloigna rapidement, reprenant sa posture professionnelle. « Je dois vérifier les derniers détails avec l'équipe de service avant que les invités ne commencent à arriver. » « Bien sûr, » acquiesça Mathieu, un léger sourire jouant sur ses lèvres, comme s'il pouvait parfaitement lire le conflit interne qu'elle éprouvait. « Nous nous retrouverons plus tard. » Les 2 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Élodie vérifia chaque détail du dîner. La disposition des tables, les arrangements floraux, la séquence des plats, la sélection des vins. Quand les premiers invités commencèrent à arriver, tout était impeccable, comme elle l'avait planifié. Observant discrètement depuis un coin du salon principal, Élodie vit Mathieu recevoir ses invités, des entrepreneurs influents, des politiciens, des célébrités et des figures importantes du secteur culturel. Il le faisait avec une grâce naturelle, sans la pomposité que beaucoup dans sa position auraient montrée. Il y avait une authenticité dans sa manière d'interagir qui confirmait la première impression qu'elle avait, fut de lui. « Admirant la vue ?» Une voix masculine interrompit ses pensées.
Antoine Roussel s'approcha tenant une coupe de champagne. Mathieu a toujours su comment attirer des personnes intéressantes, dans tous les sens du terme. Il y avait quelque chose dans le ton d'Antoine qui la mettait mal à l'aise, une insinuation voilée qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Je vérifie simplement que tout se déroule comme prévu. J'en suis sûr. Vous semblez être extrêmement compétente, commenta-t-il, ses yeux la parcourant de haut en bas d'une manière qui la fit se sentir exposée. Mathieu a toujours eu bon goût, monsieur Roussel. Antoine, s'il vous plaît. Antoine, se corrigea-t-elle, maintenant un ton professionnel. Si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier si le service du dîner est prêt à commencer. Bien sûr, sourit-il sans bouger. Mais avant, j'aimerais vous donner un conseil. En tant qu'ami de Mathieu, je me sens obligé de vous alerter. Élodie fronça les sourcils, confuse. M'alerter sur quoi? Mathieu est un homme compliqué, expliqua Antoine, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Depuis qu'il a perdu sa fiancée dans un accident, il y a 3 ans, il s'est fermé émotionnellement. Il s'approche des gens seulement jusqu'à un certain point, puis recule. C'est un schéma que j'ai déjà vu se répéter plusieurs fois. La mention de la fiancée prit Élodie complètement par surprise. Les magazines avaient rapporté la fin de fiançailles, mais pas la raison. Je ne savais pas. Peu de gens le savent. Il garde cette partie de sa vie très privée, continua Antoine, son ton maintenant plus sincère. Mathieu est mon meilleur ami, et la dernière chose que je souhaite est de le voir blesser quelqu'un ou être blessé à nouveau. Je suggère simplement que vous fassiez attention, tant pour vous que pour lui. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Mathieu s'approcha, lançant un regard interrogateur à Antoine. « J'espère que tu ne monopolises pas l'attention de notre organisatrice d'événements, Antoine. Elle a un dîner à superviser. »« Je fais simplement connaissance avec ta nouvelle découverte, mon ami, » répondit Antoine avec un sourire énigmatique. « Et je dois dire, ton goût reste impeccable. » Avec une légère révérence, Antoine s'éloigna, laissant Élodie et Mathieu seuls au milieu du bourdonnement des invités. « Je vous présente mes excuses s'il vous a dérangé, » dit Mathieu, un léger froncement de sourcils démontrant sa préoccupation. Antoine peut être intense parfois. « Il semble se soucier beaucoup de vous, » observa Élodie, étudiant la réaction de Mathieu. « À sa manière, » acquiesça Mathieu avec un soupir. « Antoine croit qu'il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. » Un serveur s'approcha informant que le dîner était prêt à être servi. Mathieu acquiesça et, se tournant vers Élodie, offrit son bras. « M'accompagnez-vous? En tant qu'invité d'honneur, votre place est à la table. Principale. » Le contact doux de sa main sur le bras de Mathieu, la chaleur de son corps proche du sien, pendant qu'ils marchaient ensemble vers la salle à manger, la façon dont il se penchait subtilement pour commenter quelque chose à son oreille, tout contribuait à une intimité croissante qui défiait les barrières qu'Élodie avait toujours maintenues entre sa vie professionnelle et personnelle. En prenant sa place à table, à côté de Mathieu, Élodie sentit le poids du regard d'Antoine sur eux. Les mots d'avertissement résonnaient dans son esprit, se mêlant à l'attraction croissante qu'elle ressentait pour Mathieu. Elle entrait en territoire inconnu, naviguant entre 2 mondes, le sien, structuré et prévisible, et celui de Mathieu, complexe et potentiellement dangereux pour son cœur soigneusement protégé. Le dîner se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Les plats, servis dans une séquence impeccable, furent accueillis avec des éloges enthousiastes par les invités. La sélection de vins choisie personnellement par Mathieu complétait parfaitement chaque étape du repas. La conversation coulait naturellement, alternant entre des discussions sur l'art, les affaires et les projets sociaux qui étaient le véritable objectif de cette réunion. Assise à côté de Mathieu, Élodie observait avec admiration comment il conduisait la soirée. Il y avait une passion authentique dans sa voix quand il parlait du programme d'éducation artistique pour les jeunes des quartiers périphériques qu'il avait l'intention de financer. Ce n'était pas la philanthropie vide de celui qui cherche seulement un crédit social. C'était un engagement authentique envers la transformation par l'art. Ma propre vie a été transformée par l'exposition à l'art à un moment crucial, expliqua Mathieu aux invités, son regard croisant brièvement celui d'Élodie. Je crois que tous méritent cette opportunité, indépendamment de leur lieu de naissance ou de leur situation financière. Le projet présenté par Mathieu
impliquait la création de centres culturels dans 3 communautés de la périphérie parisienne, offrant des cours de photographie, de cinéma, d'art plastique et de musique pour les jeunes entre 14 et 21 ans. Plus qu'un simple enseignement technique, le programme inclurait du mentorat professionnel et des opportunités de stage dans des institutions culturelles établies, comme l'Institut des Champs lui-même. C'est pourquoi la participation d'Élodie, ce soir, est si précieuse, continua-t-il, dirigeant l'attention des invités vers elle. Son expérience à l'Institut et sa compréhension profonde de l'impact transformateur de l'art font d'elle une conseillère inestimable pour ce projet. Prise. Par surprise par cette mise en avant soudaine, Élodie sentit son visage se réchauffer. Elle n'était pas préparée à parler, mais l'attente dans les yeux des invités ne lui laissait pas le choix. L'art a le pouvoir d'élargir les horizons et d'ouvrir des portes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, commença-t-elle, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. Mon père disait qu'un appareil photo entre les bonnes mains peut être aussi puissant que n'importe quel instrument de changement social. Il utilisait sa photographie pour donner de la visibilité aux invisibles, de la dignité aux marginalisés. C'est cette tradition que je vois reflétée dans la proposition de M. Durand, et c'est un honneur de pouvoir y contribuer, même modestement. Un bref silence suivit ces paroles, bientôt remplacé par un murmure d'approbation. Mathieu la regardait avec une intensité qui faisait accélérer son cœur. Il y avait de l'admiration dans son regard, mais aussi quelque chose de plus profond, plus personnel. « Eh bien, je crois que nous sommes tous convaincus », déclara l'un des invités, un important entrepreneur du secteur financier. « Comptez sur mon soutien, Mathieu. Et pas seulement financier. Mon entreprise peut offrir des stages rémunérés aux jeunes qui se distingueront dans le programme. » Un par un, les invités manifestèrent leur soutien, s'engageant avec des dons, des partenariats et d'autres formes de contribution. À mesure que la soirée avançait, il devenait clair que l'événement avait été un succès retentissant. Le projet de Mathieu avait obtenu un soutien suffisant, non seulement pour démarrer, mais pour s'étendre au-delà de la planification initiale. Quand le dîner se termina et que les invités commencèrent à se disperser, beaucoup s'approchèrent d'Élodie pour complimenter non seulement l'organisation impeccable, mais aussi son bref discours. Une galeriste connue alla même jusqu'à lui offrir une carte, suggérant qu'elle discute de possibles collaborations futures. « Il semble que je ne sois pas le seul à avoir été impressionné par vous ce soir », commenta Mathieu, s'approchant, après que le dernier invité fut parti. Seul Antoine restait, conversant avec Hélène dans un coin de la salle. « L'événement a été un succès », répondit Élodie, essayant de maintenir son professionnalisme malgré la proximité de Mathieu. « Votre projet a obtenu tout le soutien nécessaire. Grâce en grande partie à votre intervention, insista-t-il, ses yeux fixés sur les siens. Vous avez un don pour toucher les gens, Élodie. C'est quelque chose de rare et précieux. J'ai simplement dit ce que je crois, murmura-t-elle, détournant le regard mal à l'aise avec le compliment. C'est exactement pourquoi c'était si puissant, sourit Mathieu. L'authenticité l'est toujours. Un silence confortable s'établit entre eux, chargé de possibilités non dites. Ce fut Antoine qui le brisa, s'approchant avec son habituel sourire énigmatique. « Une soirée mémorable, mon ami », déclara-t-il, tapant sur l'épaule de Mathieu. « Ton projet va décoller, sans aucun doute, et je dois admettre que ton organisatrice d'événements a dépassé toutes les attentes. » Il y avait un double sens dans ces paroles qui n'échappa pas à Élodie. Antoine avait le don de faire des commentaires apparemment innocents qui portaient des significations voilées. « Élodie est bien plus qu'une organisatrice d'événements, Antoine, » corrigea Mathieu avec une fermeté qui les surprit tous les deux. « Et elle mérite d'être reconnue pour sa compétence et son intelligence, pas réduite à un titre professionnel. » Antoine haussa les sourcils, une expression d'amusement sur son visage. « Calme-toi, Mathieu, c'était juste un commentaire. Je n'ai pas voulu offenser qui que ce soit. Tout va bien, » intervint Élodie, sentant la tension monter entre les deux amis. « En effet, organiser des événements est ma fonction, et j'en suis fier. Vous voyez, elle ne s'est pas offensée, » sourit Antoine, mais il y avait quelque chose de calculé dans son ton. « Bien, je crois qu'il est temps pour moi de me retirer. À moins que vous ne vouliez de ma compagnie. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Mathieu sèchement. « Hélène a déjà appelé ton chauffeur. » Avec un signe de tête pour Élodie,
et un regard significatif pour Mathieu, Antoine se retira, les laissant à nouveau seuls. Le départ de l'ami sembla soulager une tension qu'Élodie n'avait pas complètement perçue jusqu'à ce moment. « Je vous présente mes excuses pour Antoine », soupira Mathieu, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui révélait son inconfort. « Il a ce besoin de tester les personnes autour de moi. »« Il se soucie de vous », observa Élodie, se rappelant la conversation précédente avec Antoine. « Il a mentionné quelque chose à propos de votre fiancé. » L'expression de Mathieu se durcit visiblement, une ombre traversant son regard. « Antoine parle trop. Je suis désolé, je ne voulais pas être indiscrète, » se hâta de dire Élodie, regrettant immédiatement d'avoir abordé le sujet. « Non, vous ne l'êtes pas, » assura Mathieu, son expression s'adoucissant. « C'est simplement un sujet difficile. » Élodie acquiesça, ne voulant pas insister. Un silence pesant s'installa entre eux, très différent de la complicité qu'ils avaient partagée quelques minutes auparavant. « C'est une soirée agréable, » commenta finalement Mathieu, regardant par la fenêtre le ciel étoilé. « Aimeriez-vous faire une promenade dans le jardin? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » La proposition surprit Élodie. La soirée était officiellement terminée. Sa fonction professionnelle était accomplie. Toute interaction à partir de ce point serait purement personnelle. Une partie d'elle, la partie prudente, rationnelle, qui avait toujours guidé ses décisions, disait qu'elle devrait remercier, décliner poliment et appeler un taxi pour rentrer chez elle. Mais une autre partie, une qui ne s'était pas manifestée depuis longtemps, aspirait à prolonger cette soirée, à explorer la connexion indéniable qu'il y avait entre eux. « J'adorerais, » répondit-elle, se surprenant elle-même. Le jardin de la maison était un oasis de tranquillité au milieu de l'agitation de la ville. Des chemins de pierre serpentaient entre des parterres de plantes indigènes, soigneusement disposées pour paraître sauvages et naturelles. Des lumières douces éclairèrent le parcours, créant un environnement presque magique sous le ciel étoilé. « Ceci est mon refuge », expliqua Mathieu, marchant lentement aux côtés d'Élodie. « Quand le monde des affaires devient oppressant, je viens ici pour me reconnecter avec ce qui compte vraiment. »« C'est magnifique », commenta Élodie, respirant profondément l'air parfumé par les fleurs nocturnes. « Je n'imaginais pas qu'il existait un espace aussi tranquille en plein Paris. »« Nous devons créer nos propres sanctuaires, » répondit-il, son épaule frôlant occasionnellement la sienne pendant qu'il marchait. « Des lieux où nous pouvons simplement être. » Le chemin les mena à une petite clairière, où un banc, en bois rustique, était positionné sous un vieux cerisier centenaire. Au-dessus d'eux, le ciel de Paris offrait un rare spectacle. La pollution lumineuse de la ville semblait avoir accordé une trêve, permettant à quelques étoiles de briller timidement. « Asseyez-vous » invita Mathieu, indiquant le banc. Quand Élodie s'installa, il s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silence, appréciant la tranquillité du moment. Ce fut Mathieu qui finalement parla, sa voix presque un murmure. Elle s'appelait Marine, commença-t-il regardant le ciel. Elle était océanographe, dévouait sa vie à étudier et protéger les récifs coralliens. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur le développement durable à Marseille, où j'étais l'un des sponsors. Ça était instantané, le genre de connexion dont vous lisez dans les romans et que vous pensez ne pas exister dans la vie réelle. Élodie resta silencieuse, percevant qu'il avait besoin de parler, d'exorciser ses souvenirs. Nous nous sommes fiancés 6 mois plus tard. Nous prévoyions de nous marier sur une plage déserte, juste nous deux et un célébrant. Marine détestait l'ostentation, continua-t-il, un sourire triste jouant sur ses lèvres. 3 semaines avant la date prévue, elle était en expédition de recherche sur la côte méditerranéenne quand une tempête inattendue a frappé la région. Le bateau As n'a pas résisté. « Mathieu, je suis vraiment désolé, » murmura Élodie, plaçant instinctivement sa main sur la sienne. « J'ai passé 2 ans plongé dans le travail, évitant toute connexion émotionnelle significative, confessa-t-il, tournant sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Jusqu'à la nuit du gala, quand je vous ai vu presque renverser ses coupes. » Élodie sentit son cœur s'accélérer en entendant ces paroles, en sentant le contact chaud de sa main dans la sienne. Ce qu'Antoine a dit, à propos de moi qui m'approche puis recule, a une part de vérité, admit Mathieu, la regardant enfin. Directement. J'ai peur, Élodie.
peur de ressentir à nouveau, de me permettre d'être vulnérable. Mais avec vous c'est différent, compléta Élodie, surprise par sa propre audace. Je comprends. Moi aussi j'ai maintenu les gens à distance. Moi aussi je me suis caché derrière mon travail, mes ambitions. Pourquoi? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Élodie respira profondément, décidant que s'il s'était ouvert, elle pouvait le faire aussi. Quand mon père est parti, quelque chose s'est brisé en moi. Il était mon port d'attache, mon plus grand soutien. Sans lui, je me suis senti perdu. J'ai décidé que la seule façon d'avancer était de me concentrer sur quelque chose de concret, quelque chose que je pouvais contrôler. Ma carrière est devenue non seulement un objectif, mais une protection. Une armure, commenta Mathieu, comprenant parfaitement. Exactement. Et l'idée de baisser cette garde, de permettre à quelqu'un de s'approcher suffisamment pour potentiellement me blesser. C'est terrifiant, compléta-t-il, serrant doucement sa main. Absolument terrifiant, acquiesça Élodie, avec un petit sourire. Ils restèrent ainsi, main dans la main sous le ciel étoilé, deux cœurs blessés reconnaissant l'un dans l'autre la possibilité de guérison. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'attente, juste le confort de la compréhension mutuelle, de la vulnérabilité partagée. Quand Mathieu se pencha finalement vers elle, ce fut avec une délicatesse qui parlait de respect et d'attention. Ses lèvres trouvèrent celles d'Élodie dans un baiser doux, presque hésitant, comme s'il demandait la permission. Elle répondit avec une égale douceur, laissant le moment s'écouler naturellement, sans pression ni urgence. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais quand ils se séparèrent, quelque chose avait irrévocablement changé entre eux. Une barrière était tombée, un nouveau chemin s'était ouvert. « Je ne sais pas où cela va nous mener », murmura Mathieu, son front appuyé contre le sien. « Mais je sais que je veux le découvrir, sans hâte, sans pression, simplement ensemble. »« Ensemble », répéta Élodie, ressentant un mélange de peur et d'excitation qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années. Un pas à la fois. Sous le témoignage silencieux des étoiles, ils firent une promesse tacite d'explorer ce qui naissait entre eux avec honnêteté et patience. Pour deux personnes habituées à rester protégées, c'était un acte de courage impressionnant. La disposition à risquer la sécurité de la solitude pour la promesse incertaine de la connexion. Cette nuit-là, quand Élodie retourna finalement à son appartement, elle n'était pas seulement une professionnelle satisfaite d'un événement réussi. Elle était une femme redécouvrant des parties d'elle-même qu'elle avait maintenues endormies pendant si longtemps. La capacité de ressentir, de rêver, d'imaginer un avenir qui inclurait plus que de simples réalisations professionnelles. Les 6 semaines qui suivirent le dîner de bienfaisance apportèrent une nouvelle dimension à la vie d'Élodie. Mathieu devint partie de sa routine de manière subtile mais significative. Des messages matinaux lui souhaitant une bonne journée, des appels en fin d'après-midi juste pour savoir comment s'était passée sa journée, des invitations à des dîners discrets dans des restaurants où il pouvait converser sans être dérangé. Il y avait une délicatesse dans la façon dont la relation se développait, un respect mutuel pour les temps et les espaces de l'un et de l'autre. Mathieu ne pressait jamais, n'exigeait jamais. Il semblait parfaitement comprendre le besoin d'Élodie de maintenir son travail et sa vie personnelle dans des sphères séparées, du moins pour le moment. « Comment s'est passée la réunion avec les sponsors français ?» demanda-t-il lors d'un dîner dans un petit restaurant italien à Montmartre, 2 semaines après l'événement chez lui. « Productive », répondit Élodie, faisant tourner distraitement le vin dans son verre. « Nous avons réussi à garantir le financement pour l'exposition de printemps et ils ont manifesté un intérêt pour un partenariat à long terme. »« Je suis fier de vous », sourit Mathieu, ses yeux brillant d'une admiration sincère. « J'ai toujours su que vous étiez talentueuse, mais vous voir en action est quelque chose de spécial. » Le compliment réchauffa le cœur d'Élodie d'une manière à laquelle elle n'était pas habituée. Pendant des années, elle avait cherché la validation, à travers des réalisations professionnelles, la reconnaissance externe. Mais la fierté de Mathieu était différente. Elle était personnelle, intime, dirigée non seulement vers ce qu'elle faisait, mais vers qui elle était. « Merci », répondit-elle, sentant son visage rougir légèrement. « Parfois, je suis encore surprise quand les choses se passent bien. J'ai cette sensation constante qu'à tout moment, tout le monde va réaliser que je ne sais pas ce que je fais.
Le fameux syndrome de l'imposteur, observa Mathieu, acquiesçant avec compréhension. Je connais bien cette sensation. Même après des années à construire mon entreprise, il y a encore des jours où je me demande comment j'en suis arrivé là, si je mérite vraiment le succès que j'ai atteint. Vous, le grand Mathieu Durand avec des insécurités, plaisanta Élodie, bien qu'elle fût sincèrement surprise par la confession. Les magazines d'affaires peignent une image très différente. Les magazines montrent ce qu'ils veulent montrer, répondit-il avec un sourire ironique. L'entrepreneur confiant, visionnaire, inébranlable, mais derrière les portes fermées, nous sommes tous humains, Élodie. Pleins de doutes, de peur, d'insécurité. Cette vulnérabilité partagée était ce qui attirait le plus Élodie chez Mathieu. Sa disposition à se montrer tel qu'il était vraiment, sans les masques que sa position sociale l'obligeait à porter en public. Avec elle, il était simplement Mathieu, complexe, imparfait, authentique. Au bureau, Élodie maintenait une discrétion absolue sur sa vie personnelle. Même avec Nicolas, son ami le plus proche au travail, elle n'offrait que des réponses vagues quand il la questionnait sur sa soudaine bonne humeur ou les bouquets de fleurs occasionnels qui arrivaient sans carte. Mais les secrets ont la vie courte à Paris, surtout quand ils impliquent l'un des hommes les plus influents de la ville. La 3e semaine de leur relation discrète, Élodie arriva au travail pour trouver Sylvie, qui l'attendait à son bureau, un magazine de potins ouvert à une page spécifique. « Quelque chose que tu aimerais partager avec moi ?» demanda la coordinatrice indiquant le magazine. Le cœur battant, Élodie prit la publication. Dans la section « Flagrant délit » de la semaine, il y avait une photo d'elle et de Mathieu dans un café, conversant intimement. La légende insinuait une relation secrète entre le milliardaire le plus convoité de Paris et une mystérieuse brune. « Sylvie, je peux expliquer », commença Élodie, sentant son visage brûler de honte. « Ce n'est pas nécessaire », interrompit la coordinatrice, son expression s'adoucissant. « Ta vie personnelle t'appartient, Élodie. Je suis juste peinée de ne pas l'avoir appris par toi. »« C'est très récent, » expliqua Élodie, s'asseyant lourdement sur sa chaise. « Et je voulais garder ma vie professionnelle séparée. Tu sais comment les gens peuvent être. »« Je sais, oui, » acquiesça Sylvie, avec un soupir compréhensif. « Fais juste attention, ma chérie. Les hommes comme Mathieu Durand vivent dans un monde différent du nôtre. Les règles sont différentes. » « Ce n'est pas comme ça semble être, » se défendit Élodie, bien qu'elle ne sût pas exactement comment. Expliquer ce qui se passait entre elle et Mathieu. « Nous sommes juste en train de nous connaître. »« Eh bien, maintenant tout Paris le sait aussi, » observa Sylvie avec un sourire ironique. « Prépare-toi à devenir un sujet de conversation dans les cercles sociaux. » La prédiction de Sylvie s'avéra juste. Dans les jours qui suivirent, Élodie reçut des regards curieux de collègues, des messages d'anciennes connaissances, juste pour savoir comment elle allait, et même une invitation pour une interview d'un magazine féminin qu'elle refusa promptement. Le comble de l'embarras vint quand sa mère, Madame Jeanne Mercier, appela un samedi matin, sa voix oscillant entre excitation et indignation. « Élodie Sophie Mercier, comment est-il possible que je doive découvrir par le journal que ma fille sort avec l'un des hommes les plus riches du pays ?» lança-t-elle sans même dire bonjour. « Maman, ce n'est pas vraiment ça, » tenta d'expliquer Élodie, s'enfonçant dans le canapé de son appartement. « Nous sortons simplement ensemble, nous apprenons à nous connaître, ce n'est pas officiel. » Et « Bien, la photo de vous deux dans le supplément du dimanche semblait assez officielle pour moi, » rétorqua Madame Mercier. « Quand comptes-tu l'amener pour un déjeuner de famille? Ton frère est déjà en train de faire une liste de questions sur les investissements. »« Maman, s'il te plaît, » gémit Élodie, imaginant déjà l'embarras de présenter Mathieu à sa famille de classe moyenne. « C'est trop tôt pour ça. »« Il n'est jamais trop tôt pour rencontrer la famille, » insista Madame Mercier, avec l'autorité que seules les mères françaises peuvent invoquer. « Dimanche prochain, je vais faire ce coq au vin que tout le monde adore. Dis-lui de venir avec l'appétit. » Avant qu'Élodie ne puisse protester à nouveau, sa mère avait raccroché, considérant clairement le sujet clos. Avec un soupir résigné, elle réalisa qu'elle devrait aborder le sujet avec Mathieu. L'idée de l'emmener pour un déjeuner dominical dans l'appartement modeste de sa mère à Belleville semblait absurde, presque comique. Cependant, quand elle mentionna l'invitation lors d'une promenade aux Tuileries l'après-midi suivant, la réaction de Mathieu la surprit. « J'adorerais rencontrer votre
Famille, répondit-il, avec un enthousiasme sincère. Surtout votre mère. Toute personne qui a élevé quelqu'un d'aussi extraordinaire que vous doit être fascinante. Vous n'êtes pas obligé de faire cela, assura Élodie, encore incertaine. Ma mère comprendra si vous êtes occupé. Le dimanche est votre seul jour de repos et je ne peux pas imaginer une meilleure façon de le passer, interrompit Mathieu, tenant ses mains. Élodie, je veux connaître votre famille, votre monde. Ce n'est pas une obligation, c'est un désir. La sincérité dans ses yeux fit fondre les dernières résistances d'Élodie. Peut-être que ce ne serait pas si terrible après tout. Sa famille était bruyante, indiscrète, parfois embarrassante, mais aussi aimante et accueillante. Et si Mathieu était disposé à les rencontrer, à plonger dans cette partie de sa vie, c'était un signe qu'il prenait au sérieux ce qui se développait entre eux. Le dimanche arriva plus vite qu'Élodie ne l'aurait souhaité. Après avoir changé de tenue au moins 5 fois, elle opta pour quelque chose de simple, un jean, un chemisier en soie bleue et des ballerines confortables. Mathieu avait insisté pour venir la chercher, refusant sa suggestion de se retrouver directement à l'appartement de Madame Mercier. Quand la sonnette retentit, Élodie respira profondément, essayant de calmer sa nervosité. Elle ouvrit la porte pour trouver Mathieu souriant, habillé de manière étonnamment décontractée. Jean foncé, chemise blanche à boutons avec les manches retroussées jusqu'au coude et basket. Dans une main, il tenait un bouquet de tournesol, dans l'autre, une bouteille de vin rouge. « Vous êtes magnifique », complimenta-t-il, se penchant pour l'embrasser doucement sur les lèvres. « Prête ?»« Aussi prête que je peux l'être », répondit Élodie avec un sourire nerveux. « Juste un avertissement. Ma famille peut être un peu intense. »« J'ai hâte », sourit Mathieu. Et il y avait une excitation presque enfantine dans ses yeux qu'Élodie trouva irrésistiblement attachante. L'appartement de Madame Mercier se trouvait au 10e étage d'un immeuble ancien, mais bien entretenu, à Belleville. Ce n'était pas luxueux, mais il avait le charme accueillant que seuls les foyers longtemps habités peuvent développer. Des photos de famille couvraient une grande partie des murs du salon, racontant l'histoire des Mercier au fil des ans. Quand la porte s'ouvrit, Élodie sentit la familière oppression dans sa poitrine, qui accompagnait toujours les visites à la maison maternelle, un mélange de nostalgie, de confort et la légère anxiété de celle qui a grandi, mais se sent encore, d'une certaine façon, une enfant aux yeux maternels. « Ma fille !» s'exclama Madame Mercier, l'embrassant fortement avant de tourner son attention vers Mathieu. « Et vous devez être le fameux Mathieu. Entrez, entrez, le coq au vin est presque prêt. » Madame Mercier était une femme de taille moyenne, avec les cheveux grisonnants coupés en un carré pratique et des yeux identiques à ceux d'Élodie. Observateur, intelligent, chaleureux. Malgré ses 60 ans, elle se déplaçait avec l'énergie de quelqu'un de bien plus jeune. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer, Madame Mercier, » répondit Mathieu, lui remettant le bouquet de tournesol. « Élodie parle beaucoup. De vous. » « J'imagine bien, » rit la matriarche, les conduisant à l'intérieur. « Venez, le reste de la famille est impatient de vous rencontrer. » La salle à manger était déjà occupée par 3 personnes. Thomas, le frère aîné d'Élodie, un ingénieur de 35 ans avec le même sourire facile que sa sœur, son épouse Sophie, une professeure universitaire de littérature, qu'Élodie adorait pour son intelligence aiguisée, et Lucas, le neveu de 7 ans, qui était absorbé par un livre illustré dans un coin de la salle. Les présentations furent faites au milieu du brouhaha typique des réunions familiales françaises. Questions qui se chevauchaient, commentaires sur le trafic, discussions sur la meilleure façon de préparer le vin pour accompagner le coq au vin. À la surprise d'Élodie, Mathieu semblait complètement à l'aise, répondant aux questions avec bonne humeur, s'offrant pour aider dans la cuisine, et même engageant Lucas dans une conversation animée sur les dinosaures, thème du livre que le garçon lisait. « Ton petit ami est différent de ce à quoi je m'attendais », commenta Thomas, s'approchant d'Élodie pendant qu'elle arrangeait les couverts sur la table. « Moins magnate, arrogant, plus quelqu'un comme nous. »« Il n'est pas mon petit ami », corrigea automatiquement Élodie, bien que la négation sonnât de plus en plus creuse. « Eh oui, il est surprenant. »« Eh bien, petit ami ou non, maman l'a déjà approuvé, » rit Thomas, indiquant d'un signe de tête Madame Mercier, qui conversait avec animation avec Mathieu dans la cuisine. « Et tu sais comme elle est exigeante. »
Le déjeuner fut une expérience étonnamment agréable. Le coq au vin était impeccable. Le vin apporté par Mathieu complétait parfaitement le plat, et la conversation coulait avec un naturel qu'Élodie n'avait pas anticipé. Mathieu raconta des histoires de son enfance dans la banlieue de Marseille, des sacrifices de sa mère célibataire pour garantir son éducation, des emplois qu'il avait eus avant de fonder son entreprise de technologie. « Attendez, vous vendiez des glaces sur la plage de Marseille ?» demanda Lucas, les yeux écarquillés d'admiration. « De 13 à 16 ans tous les étés », confirma Mathieu avec un sourire nostalgique. Ce fut mon premier cours de vente et de négociation. J'ai appris plus sur ces plages que dans n'importe quel MBA. Élodie observait, fascinée, cette facette de Mathieu qu'elle ne connaissait pas complètement. Le garçon de banlieue qui s'était transformé en l'un des entrepreneurs les plus réussis du pays, mais qui portait ses origines non comme un secret honteux, mais comme une partie fondamentale de son identité. Après le dessert, une crème caramel que Madame Mercier jurait être une recette de famille, bien que tous savaient qu'elle venait d'un livre de cuisine. Mathieu demanda à voir les albums de photos qu'il avait remarqués sur l'étagère du salon. « Oh non !» gémit Élodie, prévoyant l'embarras qui allait suivre. « Maman, s'il te plaît, t'as pitié. »« Quelle pitié, rien du tout !» rit Madame Mercier, atteignant déjà le premier album. Mathieu mérite de connaître l'Élodie avec un appareil dentaire et une coupe de cheveux de Jeanne Moreau. Les heures suivantes furent remplies d'histoires embarrassantes d'enfance, de photos de phases discutables de l'adolescence et de souvenirs qui, bien qu'embarrassants pour Élodie, semblaient enchanter Mathieu. Il absorbait chaque détail avec un intérêt sincère, comme si chaque photographie, chaque anecdote était une pièce précieuse d'un puzzle qu'il était déterminé à compléter. Ce fut pendant la projection d'une vidéo particulièrement mortifiante d'Élodie à 15 ans, « J'entends la vie en rose », dans un karaoké familial que le téléphone portable de Mathieu sonna. En vérifiant l'écran, son expression changea subtilement. « Je dois répondre », s'excusa-t-il se levant. « C'est Antoine, il n'appellerait pas un dimanche si ce n'était pas important. » Pendant que Mathieu conversait à voix basse dans le couloir, Élodie ne put s'empêcher de remarquer la tension dans ses épaules, le changement dans sa posture. Quand il revint quelques minutes plus tard, son sourire n'atteignait plus ses yeux. « Il s'est passé quelque chose », demanda Élodie préoccupée. « Un problème dans l'entreprise », expliqua-t-il vaguement. « Rien de grave, mais je dois régler quelque chose. Malheureusement, je vais devoir partir plus tôt que prévu. » Malgré les protestations polies de Madame Mercier et les invitations à revenir bientôt, il était évident que quelque chose avait changé. Les adieux furent brefs, Mathieu remerciant chaleureusement pour l'hospitalité et promettant une prochaine visite. Dans l'ascenseur, en route vers le rez-de-chaussée, Élodie demanda finalement « Qu'est-ce qu'Antoine a vraiment dit ?» Mathieu hésita comme s'il mesurait ses paroles. Il a vu les photos de nous deux dans les magazines. Il est inquiet. « Inquiet de quoi exactement ?» insista Élodie, sentant une pointe d'irritation. Antoine semblait toujours interférer, toujours jeter des ombres sur ce qu'elle et Mathieu construisaient. « Des répercussions », répondit Mathieu, évitant son regard. « Mon entreprise est en négociation délicate avec des investisseurs étrangers. Toute distraction, toute focalisation sur ma vie personnelle peut compliquer les choses. »« Alors c'est ça que je suis ? Une distraction ?» demanda Élodie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Non, bien sûr que non », se hâta de dire Mathieu tenant ses mains. « Vous êtes importante pour moi, Élodie, plus que je ne peux l'exprimer. Mais ma vie est compliquée et parfois je dois gérer différents aspects avec soin. » L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture garée dans la rue. Avant d'ouvrir la porte pour elle, Mathieu s'arrêta tenant doucement son visage entre ses mains. « Votre famille est merveilleuse, » dit-il avec sincérité. « Merci de m'avoir permis de faire partie de ce moment, de m'avoir laissé connaître cette partie de votre vie. Cela signifie beaucoup pour moi. » Il y avait tant de vulnérabilité dans ses yeux que l'irritation d'Élodie se dissipa partiellement. Elle acquiesça, lui permettant de l'embrasser doucement avant qu'il n'entre dans la voiture. Pendant le trajet de retour à son appartement, Élodie ne put s'empêcher de penser aux paroles de Sylvie. Les hommes comme Mathieu Durand vivent dans un monde différent du nôtre. Les règles sont différentes. Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à se fréquenter, elle sentit le poids des différences entre leurs mondes et se demanda si ce qu'ils construisaient serait assez fort pour
résister aux pressions qui viendraient inévitablement. Les jours qui suivirent le déjeuner familial furent marqués par une étrange distance. Les messages de Mathieu, autrefois quotidiens et chaleureux, devinrent rares et presque formels. Des engagements de dernière minute annulèrent 2 rendez-vous prévus, et quand ils réussirent finalement à dîner ensemble, presque une semaine plus tard, il y avait une tension palpable entre eux. « Vous semblez distant », observa Élodie, après de longues minutes de conversation superficielle sur le temps et les événements culturels de la ville. Ils étaient dans un restaurant japonais discret à Saint-Germain, un endroit où Mathieu avait assuré qu'il ne serait pas dérangé. Il soupira, posant ses baguettes à côté de l'assiette presque intacte. « Je suis désolé. Ça m'a été une semaine difficile. »« C'est à cause d'Antoine. De ce qu'il a dit à propos de nous ?» demanda directement Élodie, fatiguée des détours. Mathieu hésita, comme s'il évaluait combien il devait révéler. « Partiellement, admit-il finalement, mais pas de la manière que vous pensez. »« Alors expliquez-moi, insista-t-elle, maintenant la voix ferme malgré le nœud qui se formait dans sa gorge. « Parce que j'ai l'impression que vous vous éloignez, et j'aimerais comprendre pourquoi. »« Antoine est inquiet pour moi, » commença Mathieu, choisissant soigneusement ses mots. « Pas à cause des investisseurs ou de l'entreprise, mais à cause de mes sentiments pour vous. » La confession prit Élodie par surprise. « Vos sentiments pour moi ? Je tombe amoureux de vous, Élodie, » déclara Mathieu, ses paroles simples mais chargées d'émotion, d'une manière que je ne pensais plus possible. Et cela m'effraie. Le cœur d'Élodie s'accéléra à cette déclaration, mais l'expression préoccupée de Mathieu l'empêchait de se sentir complètement heureuse. « Pourquoi cela vous effraie-t-il ? Parce que la dernière fois que je me suis permis d'aimer complètement, j'ai été détruit, » expliqua-t-il, sa voix baissant presque à un murmure. « Perdre Marine, c'était comme perdre une partie de moi-même. J'ai passé 3 ans à reconstruire ma vie, à apprendre à exister sans elle. Et maintenant, avec vous, je ressens des choses que je m'étais juré de ne plus jamais permettre. » Mathieu. « Et ce n'est pas tout, » continua-t-il, comme si une vanne avait été ouverte. « Nos mondes sont différents, Élodie. Je vois comme vous vous sentez mal à l'aise quand nous sommes photographiés, quand les gens commentent à notre sujet. Je ne veux pas que votre vie soit envahie, que vous deveniez la cible de potins et de spéculations, simplement parce que vous êtes avec moi. Cela devrait être mon choix, » argumenta Élodie, ressentant un mélange de frustration et de tendresse. « Je suis adulte, je comprends les implications d'être en relation avec quelqu'un de public comme vous. »« Vraiment ?» questionna Mathieu, se penchant en avant. « Votre vie privée sera violée. Des personnes que vous n'avez jamais rencontrées donneront leur avis sur vos vêtements, votre corps, votre histoire. Elles remettront en question vos motivations, insinueront que vous êtes avec moi pour l'argent, pour la célébrité. Votre carrière que vous avez construite avec tant d'efforts pourrait être éclipsée par des titres sensationnalistes. » Élodie absorba ces paroles, reconnaissant la vérité en elle. Elle avait déjà expérimenté un petit échantillon. De cela ces dernières semaines, les regards curieux, les questions indiscrètes, l'intérêt soudain de personnes qu'elle connaissait à peine. « Et il y a Antoine », ajouta Mathieu avec un soupir fatigué. « Il a perdu quelqu'un d'important aussi, il y a des années. Nous avons géré le deuil de manière différente. Alors que je me suis fermé, il s'est lancé dans des relations superficielles, évitant toute connexion profonde. Me voir ouvrir, à nouveau mon cœur, l'effraie. Il craint que je me blesse, que je ne sois pas prêt. Et vous, qu'en pensez-vous » demanda Élodie, réalisant que c'était la seule opinion qui importait vraiment. Mathieu tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne entre les siennes. « Je pense que vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, que vous me donnez envie d'être meilleur, plus courageux, plus vrai, que pour la première fois en 3 ans, je regarde l'avenir avec espoir au lieu de résignation. » Les mots touchèrent Élodie comme des vagues de chaleur, dissipant une partie de l'anxiété qu'elle ressentait. « Alors pourquoi vous éloignez-vous ?»« Parce que je dois être sûr que je peux offrir ce que vous méritez, » expliqua-t-il. « Pas seulement financièrement, je sais que cela n'a jamais été important pour vous, mais émotionnellement. Je dois savoir que je suis prêt à aimer complètement, sans réserve, sans peur. Et je dois être sûr que vous êtes prête à affronter tout ce qui viendra avec une relation avec moi. » Élodie considéra ces paroles, reconnaissant l'honnêteté et l'attention derrière elle. Ce n'était pas un rejet, c'était du respect.
Mathieu lui donnait l'opportunité de faire un choix éclairé, d'entrer dans cette relation les yeux ouverts. « J'ai peur aussi, vous savez, » confessa-t-elle, serrant doucement sa main. « Peur de m'ouvrir, d'être vulnérable, de prioriser autre chose que ma carrière. J'ai passé des années à construire des murs autour de moi, me convainquant que je n'avais besoin de rien d'autre que mon travail. Mais ensuite, vous êtes apparu et ces murs ont commencé à s'effondrer. » Un petit sourire apparut sur le visage de Mathieu. « Nous formons une belle paire, n'est-ce pas? Deux cœurs blessés essayant de se rappeler comment aimer. Peut-être que c'est exactement pour cela que ça devrait fonctionner, » suggéra Élodie, sentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Parce que nous comprenons la peur l'un de l'autre, nous respectons les cicatrices que nous portons. » Le dîner continua, la tension initiale progressivement remplacée par une intimité renouvelée. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs espoirs, des complexités d'ouvrir un espace dans leur vie soigneusement organisé pour quelque chose d'aussi imprévisible que l'amour. Ils n'arrivèrent pas à des conclusions définitives, ne prirent pas de grandes décisions. Ils partagèrent simplement avec honnêteté ce qu'ils ressentaient. Quand Mathieu la laissa chez elle cette nuit-là, le baiser d'adieu avait une saveur différente, non pas d'adieu mais de promesse, de possibilité. Le matin suivant, Élodie fut surprise par un message d'Antoine demandant à la rencontrer pour un café. La demande la prit complètement au dépourvu. Ils ne s'étaient jamais rencontrés sans la présence de Mathieu. Après quelques minutes d'hésitation, elle accepta. Si Antoine était si important dans la vie de Mathieu, peut-être était-il temps de mieux le comprendre. Ils se rencontrèrent dans une cafétéria discrète à République, un endroit suffisamment public pour être approprié, mais assez tranquille pour une conversation privée. Antoine était déjà là quand Élodie arriva occupant une table dans le coin le plus éloigné. « Merci d'être venu, » dit-il, se levant pour la saluer. Sans le sourire énigmatique et la posture provocante qu'il affichait normalement, il semblait presque une personne différente, plus sobre, plus authentique. « J'avoue que j'ai été surprise par l'invitation, » répondit Élodie, s'asseyant en face de lui. « J'imagine bien, » acquiesça Antoine avec un petit sourire. « Je n'ai pas été exactement accueillant. »« Non, vous ne l'avez pas été, » confirma-t-elle, décidant de maintenir l'honnêteté comme principe dans cette conversation. « Mathieu, t'es comme un frère pour moi, » commença Antoine après un bref silence. « Nous avons grandi ensemble, affronté des défis ensemble. Quand il a perdu Marine, c'était dévastateur, pas seulement par la perte en elle-même, mais par la façon dont c'est arrivé, soudaine, inattendue, sans possibilité d'adieu. Il l'a raconté, murmura Élodie, se rappelant la douleur dans les yeux de Mathieu quand il avait parlé de sa fiancée. Ce qu'il n'a probablement pas raconté, c'est à quel point il se sent coupable, continua Antoine, baissant la voix. Marine voulait qu'il l'accompagne dans cette expédition. Ils avaient prévu de combiner travail et une mini-lune de miel anticipée. Mais Mathieu était au milieu d'une négociation importante et a décidé de rester. C'était la dernière fois qu'ils ont parlé. Cette révélation frappa Élodie comme un coup à l'estomac. Ce détail crucial expliquait tellement sur le comportement de Mathieu, la peur de se rapprocher, l'hésitation à s'engager pleinement, le conflit constant entre travail et vie personnelle. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Élodie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Parce que vous devez comprendre ce qui est en jeu, » répondit Antoine, ses yeux fixés sur les siens. Mathieu n'est pas seulement un homme traitant avec la douleur de la perte, c'est quelqu'un portant le poids de la culpabilité méritée ou non. Quand je l'ai vu commencer à s'ouvrir à vous, j'ai été effrayé. Non pas parce que je ne vous considère pas digne, au contraire, vous semblez être exactement ce dont il a besoin, mais parce que je sais comment il fonctionne, comment il tend à saboter son propre bonheur quand il se sent vulnérable. C'est pour cela que vous avez essayé de l'éloigner de moi ? Questionna Élodie, sentant une nouvelle compréhension des dynamiques qu'elle avait observées entre les deux amis. Je n'essaie pas de l'éloigner, corrigea Antoine, avec un soupir. J'essaie de le protéger, et vous aussi. Si cela doit fonctionner, ça doit être construit sur une honnêteté totale. Vous portez tous deux des blessures profondes, des peurs légitimes. Les ignorer ne les fera pas disparaître. Pourquoi ce changement d'attitude ? Demanda Élodie, encore méfiante. De ses intentions. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous sembliez déterminé à semer le doute.
Parce qu'hier j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis 3 ans, répondit Antoine, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois. J'ai vu de l'espoir dans les yeux, de mon ami. Quand il a parlé de vous, de ses sentiments, il y avait une lumière que je pensais éteinte pour toujours. La confession d'Antoine toucha Élodie profondément. Derrière la façade de playboy cynique, il y avait un homme qui se souciait profondément de son ami, qui voulait simplement le protéger de plus de souffrance. « Il ne sait pas que je suis ici, » continua Antoine, « et il serait probablement furieux s'il le savait. Mais j'avais besoin de mieux vous connaître, de comprendre si vous êtes vraiment prête pour ce que signifie aimer Mathieu Durand, pas le milliardaire, pas l'entrepreneur à succès, mais l'homme avec toutes ses complexités et contradictions. Et quelle est votre conclusion ?» demanda Élodie, maintenant le regard ferme malgré la nervosité qu'elle ressentait. Un sourire lent se forma sur le visage d'Antoine. Qu'il a de la chance de vous avoir trouvé, et que peut-être, juste peut-être, vous deux pouvez vous aider mutuellement à guérir des blessures que vous portez depuis trop longtemps. La conversation continua pendant plus d'1 heure, Antoine partageant des histoires du passé, qui aidaient Élodie à mieux comprendre l'homme dont elle tombait amoureuse. Quand ils se séparèrent, finalement, il y avait entre eux non pas exactement une amitié, mais une compréhension mutuelle, un respect naissant basé sur l'affection partagée pour Mathieu. En retournant à son appartement cet après-midi-là, Élodie se sentait comme si elle était au seuil d'une décision cruciale. Tout ce qu'Antoine avait révélé ne faisait que confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Aimer Mathieu ne serait pas facile. Cela exigerait de la patience, de la compréhension, la volonté d'affronter des fantômes du passé qui hantaient encore le présent. Et il y avait aussi sa propre vie, sa carrière soigneusement construite, son indépendance férocement protégée. Elle était immergée dans ses pensées quand la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle trouva Mathieu, paraissant à la fois déterminé et vulnérable. « Antoine m'a appelé, dit-il sans préambule. Il m'a parlé de votre rencontre. »« Mathieu, je peux expliquer, » commença Élodie, craignant qu'il ait mal interprété la situation. « Ce n'est pas nécessaire, » interrompit-il, faisant un pas en avant. « En fait, je lui suis reconnaissant. Ce qu'Antoine a fait, c'était le geste d'un véritable ami. Il m'a fait réaliser que je gaspille quelque chose de précieux par peur, par des doutes qui ne disparaîtront peut-être jamais complètement. » Élodie sentit son cœur s'accélérer à ces paroles, à l'intensité de son regard. « Que voulez-vous dire ?»« Que je suis fatigué de vivre dans l'ombre du passé, » déclara Mathieu, sa voix ferme malgré l'émotion évidente. « Que je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel avec vous. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas facile. Nous sommes 2 personnes avec des histoires complexes, avec des peurs légitimes. Mais je crois que ça vaut la peine d'essayer, si vous le voulez. » La simplicité de la déclaration, l'honnêteté crue derrière les mots, toucha Élodie profondément. Ce n'était pas une promesse grandiose, ce n'était pas un geste spectaculaire, c'était juste la vérité, offerte avec courage et espoir. « Je le veux, » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je veux découvrir ce que nous pouvons construire ensemble. » Quand Mathieu la prit dans ses bras, l'embrassant avec une intensité qui parlait de désirs contenus et de possibilités futures, Élodie sentit quelque chose en elle finalement se libérer. Des années de prudence, de protection, de priorisation de la sécurité au détriment de la vulnérabilité. Tout cela commençait à céder la place à quelque chose de nouveau, quelque chose d'effrayant et merveilleux à la fois. Dans les mois qui suivirent, Élodie et Mathieu construisirent leur relation avec soin et intention. Il n'y avait pas de précipitation, pas de pressions externes, juste 2 personnes apprenant à faire confiance à nouveau, à aimer sans réserve, à intégrer leur vie distincte en quelque chose de partagé. Le chemin ne fut pas exempt de défis. Il y eut des moments où les peurs de Mathieu ressurgirent, où le fantôme de Marine planait entre eux. Il y eut des occasions où Élodie se demandait si elle était prête à renoncer à sa précieuse indépendance, à devenir partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais à chaque obstacle surmonté, à chaque conversation difficile, à chaque réconciliation après un désaccord, le lien entre eux se renforçait. Ils apprirent le langage l'un de l'autre. Quand insister, quand donner de l'espace, comment offrir du soutien sans étouffer.
6 mois après cette conversation décisive dans l'appartement d'Élodie, elle accepta finalement l'invitation à vivre dans la maison de Mathieu. Ce fut une décision prise après beaucoup de réflexion, non par pression ou commodité, mais parce que cela avait du sens pour les deux. La nuit où elle emménagea officiellement, après une petite célébration avec des amis proches et la famille, Mathieu l'emmena dans son bureau. Sur la table reposait une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élodie, curieuse. « Ouvrez » sourit-il, avec une expression qui mêlait nervosité et excitation. Dans l'enveloppe, Élodie trouva des documents officiels, le projet de création d'une fondation culturelle axée sur l'apport d'art et d'éducation aux communautés périphériques. Le nom de la fondation la fit s'étouffer d'émotion. Fondation Bernard Mercier pour les arts visuels. « Mathieu » murmura-t-elle, les yeux embués. « Dans les documents, vous verrez que vous êtes nommée directrice exécutive, » expliqua-t-il, sa voix douce. « Si vous acceptez, bien sûr. La fondation sera complètement indépendante de mes entreprises, avec un financement garanti pour les 10 prochaines années. Vous aurez une totale autonomie pour façonner sa direction, ses projets, sa vision. Vous, m'offrez mon rêve, dit Élodie, absorbant encore l'ampleur du geste. Je vous offre une opportunité d'honorer l'héritage de votre père, d'utiliser votre talent pour faire la différence que vous avez toujours voulu faire, corrigea Mathieu, tenant ses mains. Ce n'est pas un cadeau, Élodie. C'est une reconnaissance de ce dont vous êtes capable, de ce que vous avez toujours été destiné à accomplir. À ce moment, contemplant les documents qui représentaient non seulement un avenir professionnel, mais un hommage à l'homme qui avait façonné sa vision du monde, Élodie sentit les dernières barrières dans son cœur se dissoudre. Mathieu l'avait vue, pas seulement comme une femme attirante, pas seulement comme une professionnelle compétente, mais comme un être humain complet, avec des rêves, des peurs, des espoirs et du potentiel. « Je t'aime », déclara-t-elle, les mots s'échappant naturellement, sans planification. C'était la première fois qu'elle les disait, non par hésitation, mais parce qu'elle voulait être sûre qu'ils exprimaient une vérité profonde, pas seulement une émotion passagère. Le visage de Mathieu s'illumina à ces 3 mots simples, comme si elle lui avait offert le plus précieux des cadeaux. « Je t'aime aussi, Élodie, plus que je n'ai jamais imaginé pouvoir aimer à nouveau. » Alors qu'ils s'embrassaient, sous le regard silencieux des photographies qui ornèrent les murs, certaines de Bernard Mercier, d'autres de lieux et de personnes qui avaient touché leur vie, Élodie réfléchit au parcours improbable qui les avait unis. Un trébuchement, 2 coupes de champagne presque renversées, un moment de vulnérabilité partagée au milieu d'un événement glamour. La vie, avec son imprévisibilité déconcertante, avait entrelacé leur chemin d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. 2 cœurs blessés, protégés par des murs soigneusement construits, avaient en trouvé l'un dans l'autre non seulement du réconfort, mais le courage de risquer à nouveau, de croire en la possibilité de l'amour. Et cette nuit-là, alors que la ville de Paris brillait au-delà des fenêtres de la maison qu'ils partageaient désormais, Élodie sut, avec une certitude qui transcendait les mots, qu'elle avait finalement trouvé sa place.